D'où tu viens? Oh là là, c'est un long chemin, je viens de très loin, je viens des vallées étroites des Alpes, en particulier de Savoie. Ces vallées étroites où, paraît-il, est passé Hannibal avec toute son armée. Et voilà, un jour, ces vallées étaient trop étroites pour moi et au sommet il y a des cols, donc je me suis dit, il faut aller voir ce qu'il y a de l'autre côté des cols. Et alors, tes ancêtres, que faisaient-ils en Savoie? Justement, mes ancêtres, eux, ils avaient fait le même chemin, parce que j'ai une partie de mes ancêtres qui étaient en Savoie, et comme en haute montagne, et comme là-bas il y avait 5 à 6 mois d'arrêt l'hiver à cause de la neige, ces gens-là, ils partaient sur les chemins. Je ne pouvais pas parler de route à cette époque-là. Sur les chemins du monde, ils sont allés, soi-disant pour gagner leur vie, ils revenaient au printemps. Quelquefois, il y en a qui ne revenaient pas d'ailleurs. Mais je pense qu'il y avait le goût de l'aventure, quand même, le goût du voyage qui existait, c'est pour ça qu'ils partaient. Puisqu'il y en a à travers le monde, puisque des magasins portent le nom de ma famille à San Francisco, au plus près de nous, dans l'est de la France, dans les villes. Donc c'était des colporteurs, en quelque sorte. Ils étaient colporteurs. Alors c'est incroyable parce qu'il y en a qui ont transporté dans des pots de fleurs des sangsues. Ils ont traversé pour aller au Canada ou aux USA, transporter des sangsues dans des pots de fleurs pour que les gens se soignent avec. Il fallait vraiment le vouloir. Ou sinon, ils vendaient de la mercerie, beaucoup du drap aussi. Mais ils étaient très redoutables, surtout ceux de mon pays exactement. Ils étaient très redoutés sur les routes par les autres vendeurs. C'est des vendeurs hors pair. Et alors pourquoi tu n'as pas suivi le même chemin Non, disons qu'entre eux et moi, il s'est passé la guerre qui a été une espèce de rupture dans le pays, puisqu'est arrivé d'une part dans les vallées les usines, les aciéries, et en montagne est arrivé le tourisme du ski qui a tout bouleversé. Donc ceux qui étaient très redoutables dans la vente sur les chemins sont devenus très redoutables dans la vente touristique. Je suis en quelque sorte, je suis un peu un colporteur de chansons, on va dire. Voilà. Troubadour, j'aime pas trop ce mot, ça fait un peu rigoler, mais en fait, pourquoi pas, hein, c'était ça. Et colporteur de chansons, oui, voilà. Je me sens un peu comme ça. Ça arrive à folk singer aussi. Voilà. Et ton itinéraire, tu es passé par où? Par quel détour? Tu as fait des détours? Tu es monté à la grande ville? Mais oui, arrivé à la grande ville Paris, je pense que j'aurais dû le faire plus tôt, mais j'ai mis quand même pas mal de détours. Mais bon, artiste, je pense que quand on est enfant, beaucoup de gens ont une âme d'artiste, disons artiste, de créateur. Mais hélas, la plupart ensuite prennent d'autres chemins parce que c'est pas seulement une question économique, c'est quand on est artiste, il faut savoir qu'on est en dehors du groupe habituel, du chemin tracé, des examens, de tout ça, de l'école. Et la lampe des voyageurs le rappelait alors le cœur d'un pays au nuage qui fuit dans le halo de la... Je savais que j'étais artiste parce qu'on me le disait, tiens lui c'est un artiste, voilà. Et j'ai mis un peu de temps à vraiment assumer ça, je pense que c'est un truc qui existe chez la plupart des gens. Artiste, moi peut-être qu'au début ce qui m'aurait plu ça aurait été d'être tailleur de pierre, c'est-à-dire d'avoir un morceau de marbre et de le tailler la pierre. Mais finalement c'est arrivé à la chanson. Pourquoi? Parce que je n'ai pas écrit de poésie contrairement à ce que font la plupart des gens quand ils ont 15 ans, donc c'est venu après. C'est la chanson qui m'a attiré. Et tu n'as pas été tenté par d'autres moyens d'expression, je sais pas, le cinéma, roman non, le roman non. Le roman je sens pas ce truc-là parce que moi, j'ai quand même, la base, moi c'est la musique quand même, on va dire. Le rythme aussi, c'est d'écouter de la musique plus que la lecture, en fait. Donc le moyen d'expression dont tu te sentirais le plus proche, c'est quand même le cinéma, après la chanson. Après la chanson, oui. Le dessin aussi, j'aurais aimé faire ça, mais peut-être pourquoi pas, je vais en faire, j'en sais rien, oui. Mais c'est quand même la chanson, écrire des textes, les chanter, la musique, enfin tout ça, cette alchimie particulière. Il y a aussi le goût de la scène en même temps. Et la chanson, ça m'a plu parce qu'il y avait le goût de la scène qui était venu au départ, Moi je me souviens, j'avais vu il y a un grand moment pour moi, c'est quand le cirque Bouglione est venu dans mon pays, qu'il y avait encore à l'époque les jeux radiophoniques, style Marcel Faure, tout ça. Et ça me plaisait, ce truc d'animateur, voilà. Et puis je me souviens aussi en 6e, c'est d'avoir
pour la première fois jouer une scène, mais en italien. On avait un prof d'italien qui était un peu fou, et on apprenait le Pinocchio, le livre, et donc j'ai joué la scène quand le bout de bois se met à parler, quoi. J'ai fait les deux voix, et là j'ai vu que dans la classe, ça avait fait un tabac, quoi. Alors bon, voilà, pour moi, il y avait ce goût de la scène. Et après, la chanson, là, ça a été une longue histoire. Mais la découverte de la chanson, pour moi, c'était un peu aussi d'animer une salle, voilà, tout ça, quoi, voilà. D'être en contact direct avec les gens. Et alors, le fait que tu viennes d'un pays enclavé, hein, on peut dire, tout proche de frontières, est-ce que ça n'a pas joué un petit peu aussi dans ta vocation? C'était une nécessité de partir. Oui, c'était une nécessité de partir, c'est sûr, et d'aller, comme je dis souvent, vers la grande plaine, quoi, de voir l'horizon. Parce que nous, on a un horizon très très fermé. Hein. Et d'ailleurs, tout le monde a eu envie de partir, parce que ceux qui sont restés, ils sont restés confinés, quoi. Et donc moi, le goût d'aller au loin, le goût du voyage, alors il y a ce truc, parce qu'il y a une autre partie de ma famille aussi, un mystère, c'est que j'ai eu un arrière-grand-père qui était compagnon de Garibaldi, et qui, à un moment donné, a dû se tirer d'Italie, quoi, enfin d'Italie qui n'était pas encore l'Italie, et est arrivé à marcher, est arrivé de l'autre côté en Savoie. Ce qu'on sait, c'est qu'il était surveillé par la police à cheval à l'époque, mais ma grand-mère et ses frères, ils étaient très nombreux, ils n'ont jamais dit pourquoi, ils ont gardé le secret. Voilà. Et pour moi, il y a ce secret, peut-être ce mystère. On est quelques-uns comme ça dans ma famille à vouloir savoir ce qu'il y a derrière ce mystère. Peut-être que justement il faut qu'on en reste à ce mystère, qu'un jour on le dévoilera, on le trouvera. Ça sera moins intéressant, j'en sais rien. Mais ça fait aussi partie en moi ce goût de l'exil aussi, à savoir. C'est resté vraiment, c'est ce qui m'a fait écrire, je pense, ce goût de l'exil et du voyage, de mes ancêtres sur les routes que j'ai. Je ressens ça, quoi. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais je ressens ça. Et la chanson, en fait, me fait aussi voyager. C'est grâce souvent, j'aimerais pas décider de partir comme ça quelque part, faire un voyage, non. D'aller chanter quelque part, voilà. Ça me permet aussi de voyager, c'est ce que je souhaite faire. Jean, dans une de tes chansons, tu fais allusion à une lampe des voyageurs qui guidait les voyageurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors ça m'a été inspiré par cette lampe qui existe, qui est sur le clocher du col du Mont-Genèvre. Le col du Mont-Genèvre, c'est entre la France et l'Italie, pas loin de Briançon. Et c'est un lieu qui était très escarpé autrefois, il y avait souvent des conditions pas possibles. Et il y avait donc cette lampe au sommet du col qui guidait les voyageurs qui arrivaient. Il faut dire que Briançon, ça veut dire Brigançon, les brigands. Et puis du côté de l'Italie, ça plonge vraiment et c'était pas vraiment net. Et donc ça m'avait inspiré, je me suis dit tiens, ce truc, et puis j'ai pensé, allez savoir pourquoi, Arthur Rimbaud, mais l'Arthur errant sur les routes, celui qui est allé en Abyssinie, etc. Et c'est ce qui m'a inspiré pour cette chanson en même temps. Et un jour, à la sortie d'un spectacle, il y a quelqu'un qui est venu me dire, mais vous savez, Arthur Rimbaud, il est passé là-bas, d'ailleurs dans des conditions pas possibles. Quand il a marché à travers le monde, Arthur. Et donc il serait passé à cet endroit-là, dans la neige, dans des conditions pas possibles. Donc c'est la rencontre de la réalité qui rencontre, on peut dire, la fiction, l'imaginaire. L'idée de la route, mais de ces gens, peut-être de mes ancêtres, qui pensent toujours. Et la lampe des voyageurs leur rappelle alors le cœur d'un pays aux nuages qui fuit dans le halo de la vie, quoi. Donc toujours savoir d'un endroit d'où on est parti, peut-être de temps en temps on se rappelle, toujours donc, le point de départ. Et je pense qu'il faut toujours se rappeler d'où on vient, c'est sûr. Est-ce qu'on y revient? On peut y arriver, mais le retour, c'est toujours un peu délicat parce que il se trouve que moi aussi j'habitais un peu partout, à d'autres endroits, et notamment à Bordeaux. Donc j'ai gardé un grand souvenir parce que pour moi c'est un peu un endroit initiatique, c'est un peu le Greenwich Village à moi, quoi, Bordeaux. Et c'est marrant parce que j'y suis retourné il y a quelques temps, au moment où je lisais le livre de Suze Rotolo, qui est l'amie de Bob Dylan, qui est sur la pochette de En roue libre Freewheelin', et où elle raconte toutes ces années avec Dylan, justement, début des années 60, et je l'ai lu en allant à Bordeaux, parce que moi j'aime bien un livre, le lire dans un voyage, un endroit particulier. Donc, moi, je retournais là-bas et je pensais avoir de la nostalgie pour les lieux, mais en fait, je me suis aperçu que, bon ben voilà, j'ai pas eu plus de ça que nostalgie des lieux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même les gens. Puis je me suis dit que ce qui m'intéresse, c'est d'aller chanter, justement, et chanter tous ces voyages que j'ai faits
autant ses retours sur les lieux que j'ai vécus et le chanter aux gens, quoi, voilà. Le proposer à d'autres, on va dire. Tu disais tout à l'heure qu'une chanson est un voyage. Bob Dylan, il dit une chose, j'aime pas trop citer les références, mais je trouve ça important. Lui, il dit que une chanson, elle existe et on fait que la retrouver, quoi, et la transcrire, en gros. Et Léo Ferré disait aussi une chose à peu près comme ça, que quand il écrivait, il sentait qu'il était dicté. Et moi, je ressens aussi ce truc de dire qu'en fait, je sais pas, elle existe quelque part, peut-être que c'est des choses qu'on a rêvées, et le rêve au matin, il faudrait écrire au matin, quelquefois ça m'est arrivé de rêver à des chansons, hein. Il faudrait tout de suite se réveiller et l'écrire, puis bon, ça disparaît, voilà. Mais peut-être que quand on les met sur papier, c'est justement ces rêves qui arrivent. Elle avait dans le ventre une étoile de mer qui la faisait marcher sur l'eau en plein été. La tête vers le sud sans cesse retournée. Et les hommes du voyage noyaient au fond des verres la fille à l'étoile de mer, la fille à l'étoile de mer. De la tête à la page, à la guitare, et ensuite, c'est pas fini, après c'est aux gens, quoi, ensuite. Le voyage continue pour la transmission. Voilà. Et que les gens ensuite se l'approprient, pourquoi pas, parce qu'ils chantent avec vous, si ça leur plaît. Voilà. Comment te viennent les chansons? Ah, si je savais. Disons, je pense que c'est un truc qu'on commence à une certaine époque de penser à ça. Je pense comme un peintre qui pense à mettre ça en création graphique. Ben moi, je pense ça à écrire des chansons, voilà. Ça me vient comme ça. Il y a des périodes où ça n'arrive pas. Alors quelquefois, je garde beaucoup ce que j'ai écrit avant. Alors c'est curieux, il y a des choses je plonge dans des archives que je reprends et quelquefois il y a que le titre qui revient, ou quelquefois la musique seule, et puis d'autres arrivent dessus. Et puis des morceaux, je retravaille, et puis après quelquefois la machine est relancée par des lectures, par des voyages. Et Dylan disait justement aussi dans le petit bout de texte que j'ai dit de lui tout à l'heure, il disait qu'il y a des gens qui ont un merveilleux talent d'auteur-compositeur, mais qui n'écrivent jamais des chansons parce qu'ils ne bougent pas. Et que c'est le mouvement qui fait ça. Je suis d'accord aussi avec lui. Leonard Cohen a parlé aussi de l'expérience, hein. Il fallait qu'une chanson, ça soit le vrai son de l'expérience. Oui, ben moi je ressens ça maintenant, et je vois qu'on peut pas... la chanson, c'est une école de la patience et aussi de l'impatience, parce que dès qu'on commence à écrire, on aimerait pouvoir transmettre ça et qu'il se passe quelque chose. Mais bon, ça peut pas être comme ça. Même s'il y a des gens qui, dans leur vie, ont eu un accident de parcours, que tout d'un coup, un truc qu'ils ont fait très jeune est devenu un tube. Mais après, on s'aperçoit que tous ont dû faire leur chemin aussi. Parce que ça, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait juste... Moi, je crois beaucoup à cette expérience qui permet, d'une part aussi, de faire sa propre technique, parce qu'en chanson, on doit faire sa propre technique dans l'écriture, et c'est ça qui est bien. C'est pas refaire ce que les autres ont fait avant, c'est de se faire sa propre forme, son propre matériel, quoi, voilà. Je pense aussi qu'on écrit des chansons parce qu'on trouve pas dans celles qui existent ce qu'on veut, quoi. Je sais pas, peut-être que moi, si je n'avais été qu'un interprète seul, parce que les interprètes, ils trouvent leur bonheur dans les chansons qui existent. Mais bon, moi, je suis un homme qui chante, quoi, on va dire. Et ça, Barbara, elle disait qu'elle était une femme qui chante, et moi, je comprends ça. Ça veut dire un homme qui chante, c'est-à-dire mettre sa vie en chanson, voilà. Mettre sa vie sur une scène. Il y a des périodes plus ou moins propices, parce qu'après, il y a aussi... C'est long, parce qu'après, il y a tout un travail à les rentrer dans son propre disque dur, aussi, les chansons. À les travailler, la voix aussi. Une chanson, c'est pas rien qu'un texte, une musique, c'est aussi une voix, la vibration du corps. Et ensuite, les transmettre le mieux possible aux gens et qu'elles aillent le mieux possible. Toutes les chansons, elles ne sont pas faites par les... Il y en a qui sont faites pour être écoutées en enregistrement et d'autres qui sont faites pour vraiment être allées en public. Parce qu'en public, des chansons qu'on reçoit immédiatement. Donc, il faut qu'elles soient préhensibles. Voilà, parce qu'on n'a pas le temps de revenir dessus après. Comme un poème que les gens lisent chez eux, peuvent revenir, tout ça. Non, une chanson qu'on entend en public, il faut qu'elle soit tout de suite, que les gens puissent la recevoir un choc. Ça ne veut pas dire de les comprendre, hein, parce que
c'est qu'il se passe quelque chose par la vibration de la Tu peux voix. nous dire quels ont été tes maîtres? Alors, maître, c'est un mot que j'emploierai pas, mais disons qu'il y a des gens qui m'ont un peu montré le chemin, et il se trouve que j'ai rencontré, alors que je ne m'intéressais pas du tout à la chanson, ou comme ça, on va dire, on m'a fait écouter le premier disque de Graham Allwright, qui était des adaptations donc, de folklore américain, on va dire, de thèmes de chansons traditionnelles. Et ça pour moi, ça a été un choc. J'ai trouvé ça... je n'avais pas entendu ça dans la chanson française. Peut-être aussi parce que je venais de la campagne, on va dire. Hein. Ça m'a touché, quoi. Il y avait le violon aussi derrière le banjo, des instruments qui m'ont plu. Et puis aussi ce qu'il racontait, ce truc de grands espaces. Comme ça. La première chanson, Le Trimardeur, c'est en fait, je l'ai découvert, c'était Hard Traveling, une chanson de Woody Guthrie. Et Graham Allwright, ce qu'il voulait, c'est que les gens, en écoutant ces chansons-là, remontent à la source, découvrent les originaux. Et là, il ne s'est pas trompé parce que pour moi, ça a été 5 sur 5 puisque je suis allé vers la source. Et donc Woody Guthrie, pour moi, a été important de le découvrir. Et puis, c'est arrivé Leonard Cohen aussi. Et puis Bob Dylan. Alors, j'ai eu du mal avec Bob Dylan, je dois le dire, beaucoup de mal. Mais, finalement, c'est celui avec lequel j'ai trouvé beaucoup de correspondance, on va dire. Et je pense que Dylan, c'est comme une espèce de fleuve, d'énormes fleuves, parce que les mots souvent sont arrivés comme un fleuve chez lui. Puis de temps en temps, le fleuve se fait plus calme, et puis peut-être qu'on l'oublie, on prend le chemin de halage, et il faut le retrouver à l'écluse. Et je l'ai retrouvé souvent à l'écluse, avec, je trouve, maintenant, des chansons qui sont beaucoup plus profondes, et finalement, avec moins de foisonnement de mots, mais avec aussi... Il a le goût aussi de la musicologie américaine, quoi, des différents styles de blues, tout ça, de folk music. Oui, et il amène aussi cette partie-là qui, moi, ça me touche beaucoup. Ça. Alors là, on voit qu'on a une famille, hein, de folk singers, hein, Pete Seeger, tout oui, ça. Tout à l'heure, je parlais de Cole Porter, troubadour, on arrive à folk singer, chanteur pour les gens, on va dire. Voilà. Et on chante les gens aussi, il y a des personnages, c'est ça qui me plaisait aussi. Dans Dylan, il y a énormément de personnages qui arrivent. Et bon, ça, je trouve ça bien. Quand on écoute tes chansons, on sent aussi qu'il y a une influence plus latine, je dirais. Des gens comme Léo Ferré. Oui. Léo Ferré était important pour moi. Mais il y a aussi, par exemple, le catalan Luis Llach, Paco Ibáñez, pourquoi pas, et Léo Ferré. Que ça, c'est une espèce de famille pour moi. Et Léo, forcément, il y a un tel foisonnement dans son œuvre. J'ai été touché par ça, qui n'est pas forcément... qui ne sépare pas la poésie de la musique, de la chanson, tout ça est mélangé, et ça me plaît assez bien. Quoi. Quel est le Léo qui t'a plu d'abord? L'auteur de Jolis mots ou celui des... moi c'est Léo Pop. Léo Pop. Léo Pop, parce que j'ai connu Léo par le groupe Zoo. Après 68, en 69, et ça m'avait tout de suite, ce mec qui avait près de 60 ans, qui se pointait avec un groupe on disait de pop, donc de rock, quoi, pour clamer, puis qui amenait dans la pop qu'on connaissait, tous ces groupes, ils n'avaient pas de langage parce qu'ils voyaient que la musique, quoi, en gros. Quoi. Ce qui était dommage, et lui, Léo, tout d'un coup, amenait un autre langage là-dedans. La solitude, qu'il a fait en italien sous le titre La solitudine. Il faut écouter en italien aussi. Je veux dire, ça exprime un ailleurs, quoi, une autre création. Quoi, et ça allait très bien avec la musique pop. Tu l'as rencontré, Léo Ferré? Oui, je l'ai rencontré. Oui. Qu'est-ce que tu en retiens? Pour moi, c'est quelqu'un qui m'impressionnait beaucoup et qui, lui, par contre, me mettait beaucoup à l'aise. Quoi. Et j'ai parlé avec lui, j'ai même fait quelques lettres. Hein. Je n'ai pas été un intime, hein, on va dire, attention. Mais j'aurais aimé, c'est sûr, beaucoup le connaître. Mais j'avais vu, parce qu'il se trouve qu'il habitait à côté de Sienne, en Italie, Sienne, où j'ai été, moi. J'ai séjourné un été à Sienne, à l'université de Sienne. Et c'est après donc, que Léo Ferré s'est installé. Donc, quand on va à Sienne une fois, on y retourne toujours. Donc, par ce biais-là, je suis allé. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Mais je voyais que là-bas, il avait trouvé une forme de paix. Et que pour moi, c'était difficile d'aller troubler cette paix. Alors, en voyage, là, on est en Italie. Il me semble que la chanson italienne est importante pour toi. D'ailleurs, oui, tu écris en italien quelquefois. C'est d'abord la langue italienne qui était importante pour moi. Tout ça grâce à... J'habitais en Savoie, puis donc mes ancêtres très proches étaient venus d'Italie, mais on ne parlait pas italien du tout chez moi. Bien au contraire, on avait tendance à rejeter ça. Hein, cette histoire, j'ai mis du temps avant de la découvrir. Mais l'italien, c'est une langue que j'ai tout de suite bien parlé. Quoi, voilà. Puis je suis allé en Italie.
Et puis la langue italienne est formidable, parce que même quand on parle, c'est de la chanson, il y a un poème de Cesare Pavese qui fait « Salve Piemonte, a te con melodia mista da lungi resonante ». Ça, c'est déjà de la musique. Hein. Et donc la chanson italienne, elle est formidable pour ça. Quoi. La mélodie est évidente. Alors, les Italiens n'ont pas des auteurs, compositeurs, interprètes, ils ont forgé un terme, ils ont des cantatori, c'est ça? Cantautor. Voilà. Et ça veut dire chante-auteur, c'est un mot qu'on pourrait, je pense, mieux employer. Ouais. C'est un peu ce que je disais, un homme qui chante, qui porte sa vie sur scène. Et il y en a un justement, puisqu'on parle de Dylan Cohen, qui est là, c'est mort, Fabrizio De André, qui est très connu en Italie, qui venait de Gênes et qui a adapté d'une part Brassens également, Leonard Cohen, et Bob Dylan, même la célèbre chanson Desolation Row, qu'un espèce de fleuve, il en a fait Via della Povertà en italien. Rue de la pauvreté, et il a vraiment, et sa version de Suzanne à lui aussi est également très belle et très juste, et elle m'a inspiré, parce que moi il se trouve que j'ai fait aussi une version de Suzanne beaucoup plus proche de Leonard Cohen en français, mais j'ai été aidé parce que déjà la première originale de Graham Allwright en français est beaucoup par celle de Fabrizio De André, qui m'a permis d'être plus près du texte de Leonard Cohen, tout en y mettant de moi aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui adaptent Cohen en édulcorant un peu ce qui les gêne, les références religieuses, oui, des choses c'est comme ça. ce qu'a fait Graham Allwright d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, il faudrait lui poser la question. Puis c'était, je pense, d'une époque aussi, quand il l'a fait en 68, voilà. Hein, c'était, je pense, aussi de l'époque. Puis il a voulu faire quelque chose de beau, mais c'est pas parce qu'on n'est pas proche du texte, c'est pas parce qu'on est proche du texte qu'on ne fait pas quelque chose de beau. C'est-à-dire que moi j'ai essayé d'être... C'est la seule adaptation que j'ai réalisée vraiment. Mais elle m'a mis une dizaine d'années, j'ai mis une dizaine d'années à la faire, en la reprenant de temps en temps, et surtout en la chantant pour que ça passe. C'est pas seulement une question de texte, c'est aussi qu'il faut... Si je l'ai faite, c'est pour pouvoir la chanter en public. Alors dans les genres un peu aussi latins, il y a Nougaro, je crois, qui est important pour toi. Oui, Nougaro a été important. Au même moment où la découverte de Graham Allwright, et Nougaro s'est fait aussi un peu à la même époque. Oui. C'était aussi je sais pas, le côté scénique et texte-musique, la musique aussi. Alors lui, c'est le jazz et des thèmes traditionnels, je sais pas, comme par exemple les paroles d'Armstrong sur le traditionnel, le spiritual, quoi. Ça m'a tout de suite branché, quoi, voilà. Toulouse, évidemment, qui est pas une chanson, qui est autre chose qu'une chanson, voilà. Et puis il y avait ce côté de la scène chez Nougaro aussi, cette vibration scénique, quoi, voilà. Chez des gens plus jeunes de la génération d'après, est-ce que des gens comme Bernard Lavilliers, Jacques Higelin auraient rencontré ton parcours? Eh ben voilà, deux noms très importants pour moi. Higelin, je pense, je me suis rendu compte cette année que Higelin avait été un espèce aussi de guide, parce que il y a ce côté conteur chez lui, et moi je sens ça aussi de faire un spectacle où je raconte une histoire et dans lequel les chansons s'imbriquent. C'est ce à quoi je suis arrivé avec cette histoire de voyageur. Les chansons s'imbriquent, même si c'est pas, on va dire, elles ont été composées sur le temps, elles ont pas, j'ai pas dit je vais écrire une histoire, mais non, finalement il y a une espèce d'histoire que je raconte. Et pourtant, quand il y a eu la vague du conte en France, tout ça, c'est quelque chose qui m'a absolument pas touché, parce que peut-être aussi j'avais connu à la campagne les gens qui racontaient des histoires et ça me semblait pas être une matière de spectacle. On s'embarque sur cette route, si on traçait dans les vallées, les plaines, les rêves et les doutes, dans les pluies ou les nuits d'été. Et en même temps, cette espèce d'atavisme aussi a dû jouer sur moi aussi. J'aime bien raconter et chanter. Voilà. Et donc Higelin, c'est ce qu'il a fait, donc je me suis aperçu que peut-être Higelin avait été important pour moi à cause de ça. Lavilliers aussi, forcément, puisque il se trouve que j'ai connu Lavilliers avant le succès. Et ce qui m'a intéressé, c'est que d'une part, il y avait ce goût du texte, et le goût aussi d'amener autre chose,
de ne pas parler pour une chapelle, on va dire, une chapelle rive gauche ou une chapelle d'un public underground, mais d'aller vers un plus grand public en apportant ce côté, s'adresser au corps autant qu'à la tête. C'est quelqu'un qui parle beaucoup aussi entre ses chansons. Et qui parle beaucoup aussi. Ça lui, par contre, je pense que ça vient du cabaret, ça, qui parle beaucoup. Ça lui est venu de toutes ces années, il fallait s'imposer. Et en même temps, je trouve que c'est bien de parler aux gens parce que on est en plus, la plupart, les jeunes, j'avais un copain africain qui me disait « la nature a horreur du vide ». Et qui m'expliquait que, bon, que maintenant, les jeunes, ils ne parlaient plus dans la maison, mais les chanteurs, pour eux, c'était quelqu'un qui leur parlait, voilà. Alors on a un peu, et c'est bien de parler, et les gens, je vois, ils sont contents quand on leur parle. Et à la fin, souvent, quand les gens viennent me parler, ils ne me parlent pas forcément de ce que j'ai fait, de ce que j'ai chanté, mais ils me racontent leur vie, quoi, voilà. Alors là, je me dis que quelque chose est gagné, peut-être, parce que moi, je leur ai parlé, et eux, ensuite, ils me parlent. Dans les autres rencontres, Pierre Barou également. Pierre Barou, oui, c'est un type qui m'est... Bon, l'expérience Saravate, tout ça cette expérience forcément m'avait intéressé, puis je l'ai rencontré là, beaucoup plus tard, là, plus près de nous. J'apprécie de le voir, oui. Également, un voyageur aussi, il parle du Japon, il montre des vidéos sur le Japon, tout ça. Et puis j'aime bien la façon dont il fait pas vraiment de spectacle, mais c'est un peu aussi également comme une espèce de soirée où il se raconte aux gens, quoi, voilà. Et accessoirement, il chante, ou alors il chante et il se raconte, quoi. Enfin, on ne sait pas. Voilà. Est-ce que tu te sens proche de quelqu'un comme Félix Leclerc, par exemple? Félix Leclerc aussi, quelques chansons m'ont intéressé, mais j'avoue que oui, c'était important à des moments, ça, pour moi. Hein. Mais après, je veux dire, toutes ces influences, quand on a la guitare en main, bon, ben voilà, il faut faire avec les 2-3 accords qu'on a au départ, et puis il faut faire, et ça ressemble plus du tout à ce qu'on nous influence, qu'on fait sa propre... Bon, puis je sais pas, petit à petit, il me semble avoir creusé mon propre univers, et quelquefois, il y a des gens qui m'ont dit que je leur avais donné le goût de chanter, alors voilà. Yves Simon? Yves Simon, oui, Yves Simon, il a aussi... Mais lui aussi, il a les mêmes influences que moi, c'est toujours pareil, je veux dire, on est je pense, des centaines à travers... Je lisais le livre de Patti Smith, Just Kids, elle disait que les premières chansons qu'elle a faites, c'est en prenant des bouquins de Bob Dylan et en regardant les accords. Moi, j'ai fait pareil, et je sais qu'à travers le monde, des centaines de personnes ont fait ça. Et Dylan, comme ces chansons, elles apparaissent. Au départ, on se dit, on peut les faire, quoi, voilà, on peut. Mais bon, je te donne 2 accords, toi tu fais une autre chanson que moi, quoi, voilà. C'est toute une alchimie. Qui a tué Diana? Qui a tué Diana? Sous le pont de la main. C'est à nous, disent les chefs des journaux. Le public veut ses photos et achète nos journaux. Brel, Brassens, Béard. Brel, j'ai beaucoup moins connu. Surtout moi, ce que j'aime chez Brel, c'est il a souvent des chansons beaucoup de mouvements. Moi, c'est celle où il, comme Regarde bien petit, où la ville s'endormait, des chansons où tout est calme, reposé, ce qui est très rare chez lui. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Béard aussi, oui. Mais comment dire, tout ça a participé un peu, on va dire, où c'est arrivé à moi de jouer, quoi. Voilà, à moi de jouer, quoi. Barbara aussi, que j'ai rencontrée quelques fois aussi, très importante, aussi pour son spectacle qu'elle avait fait Lily Passion, où elle proposait autre chose qu'un tour de chant. Voilà, une histoire avec Depardieu. Voilà, ça c'est quelque chose d'important pour moi. Bien sûr, on n'est pas les oreilles fermées, c'est bien de... Mais il y a un moment, il faut oublier tout ça, il faut y aller, quoi. La folk music a été la grosse influence pour écrire mes propres chansons, et également l'énergie des rockers, parce que je voudrais pas me contenter seulement de faire un récital où je raconte, il y a des ballades, où que les gens écoutent religieusement, mais non, c'est qu'après moi j'ai besoin aussi qu'ils soient là et qu'ils chantent aussi, par exemple, et qu'ils bougent aussi. C'est pour ça qu'il y a un appel, c'est pour ça que j'y mets toujours un peu l'énergie du rock, et c'est grâce en fait à un musicien qui s'appelle René Ira, un guitariste mexicain qui a travaillé avec moi et qui j'espère travaillera avec moi. C'est grâce à lui que je suis arrivé un jour, ça s'est débloqué, vraiment je suis allé au-delà de la chanson, on va dire, en amenant vraiment une énergie de rocker dans ces chansons-là. Et il se trouve qu'on a tous les deux fait un spectacle au Gibus où ce soir-là, il y avait donc un jeune public dans la salle qui a vraiment branché à cette idée-là. Et là, ça fait drôlement plaisir, quoi.
cette rencontre où il y a beaucoup d'énergie, mais et là il ne faut pas qu'il y ait que cette énergie-là. Et en plus ce soir-là, tous les autres chantaient en anglais, donc on était seuls en français. Et j'ai vu que c'était important parce qu'on leur parlait justement à ces jeunes, on leur parlait dans leur langue. Mais je pense que toujours il reste cette 25e image derrière. Voilà. C'est quoi la 25e image? Ben, c'est le propos, c'est comment on va dire, c'est le sens des chansons qui reste ensuite. Après ce côté ludique de chanter, de refrains qui plaisent, parce que souvent moi je suis allé voir des chanteurs, entendre des chanteurs et à la sortie il me restait rien de ce qu'ils avaient fait. Et pourtant c'était très bien fait, très bien composé, peut-être trop compliqué. Il me restait rien de ce qui avait été dit. C'est pour ça que je me suis toujours attaché à ce qui est dans les chansons, des mots, des phrases qui soient mémorisables pour les gens. Quelques petites questions sur la chanson. Un petit quiz rapide. À quoi sert une chanson? À vivre. Une chanson a-t-elle marqué ton adolescence? Et plutôt quand je suis petit, je vais plutôt parler des premières chansons que j'ai connues, comme ça je me souviens, c'est Marjolaine et puis la ballade irlandaise. Voilà. Une chanson a-t-elle changé ta vie? Je pense que Suzanne de Leonard Cohen a changé en quelque sorte ma vie. Et une autre qui est écrite par moi, qui s'appelle Sarah, puisque c'est la suite de ça que j'ai rencontré ma femme, qui s'appelle Clara. La chanson idéale pour un tête-à-tête? C'est cette chanson de moi, Sarah. Une chanson, la chanson parfaite? C'est Stranger Song de Leonard Cohen. Ta plus belle rencontre musicale? Oui, c'est avec René Ira, guitariste mexicain, avec qui j'ai pu développer, on va dire, j'ai pu trouver en moi le style que je voulais. Ton dernier coup de foudre musical? Patti Smith, parce que j'ai lu son livre dernièrement, donc je suis revenu un peu sur ce qu'elle faisait. Donc voilà, des coups de foudre musicaux, j'en ai pas vraiment comme ça. Des choses qui me plaisent, voilà, puis que je redécouvre. C'est beaucoup comme ça. Quelle est ta chanson, tu as écrite, la plus réussie? C'est La Lampe des Voyageurs, qui est quand même pour moi toujours fétiche. Bon. Voilà, qui est réussi à cause parce qu'il y a une partie musicale aussi que j'aime bien. As-tu un film préféré? On va dire un film musical, Woodstock. Un livre ou des livres préférés? Oui, alors j'ai parlé du livre de Patti Smith, Just Kids. Il y a aussi le livre de Bob Dylan qui s'appelle Chronique. Voilà, c'est des livres de ces dernières années. Et puis les œuvres complètes d'Arthur Rimbaud, qui m'accompagnent beaucoup. Alors, si on parlait de la scène, oui. La scène c'est important pour toi. Oui, quand tu arrives sur scène, qu'est-ce que tu attends du public? Qui adhère à ce que je fais tout de suite, je veux dire, parce que les premiers instants sur scène sont primordiaux. C'est pour ça qu'il ne faut jamais rater son entrée sur scène. Et je me souviens d'un festival donc, en Corrèze, où je suis allé quelques fois, qui est organisé par Mathias Masno. Là, la dernière fois que j'ai chanté là-bas, j'étais tout seul, en attaquant la première chanson, Dernier Blues à Memphis, le public a aussitôt réagi. Ça, c'est formidable et j'ai su que ça allait être très bon. Et ça a été très bon parce que de suite, ils ont réagi et ils ont chanté avec moi sans demander quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu souhaites que les gens gardent en sortant d'un de ces tours de chant? Et alors là, je vais dire une chose qui m'a été dite par une personne un jour. J'ai chanté dans un hôpital, carrément dans une salle de l'hôpital, et c'était un endroit où des gens qui avaient eu des opérations au pied, des opérations d'os, tout ça. Et après que j'ai chanté dans ce lieu comme ça, devant les patients, on va dire, qui étaient très patients, il y a une personne qui est venue me dire merci. Et grâce à vous, j'ai oublié que je m'étais fait opérer hier, j'étais très stressé avant de venir, et vous m'avez emmené en voyage. Voilà. Et ça, pour moi, voilà, si c'est bien ça la fonction de l'artiste, j'ai emmené les gens en voyage au moment, voilà. Si on peut faire ça, je trouve que c'est réussi. Mais on n'y arrive pas tout le temps. Pour X ou X raisons, le lieu, comment c'est fait, comment les gens sont réceptifs, etc., etc. Elle est là dans la foule et personne ne la remarque. Mais quand on démarre la roule, elle trouve de suite ses mains. Allez, t'as le rythme, toi qui viens des chaleurs.
t'as le rythme, toi qui chantes à toute heure, t'as le rythme, visionnaire du cœur, t'as le rythme, toi qui roules tes hanches aux limites de la tranche. Tu dis que d'une part, t'es sur scène, c'est se faire violence, il y a quelque chose de douloureux, et d'autre part, tu dis dans un autre texte que tu es né pour chanter. Oui, alors là, il faut se faire violence parce que c'est vrai, quand c'est le moment où l'heure arrive de monter sur scène, souvent on dit bon, on est con, qu'est-ce qu'on a à se faire chier en parlant poliment avec tout ça, pourquoi on partirait pas ailleurs, parce que c'est d'aller sur scène, c'est quand même, on se met à nu en quelque sorte, on vient raconter sa vie devant les gens. Tout le monde ne fait pas ça. Hein. Mais bon, une fois qu'on est sûr qu'il y a les lumières, la musique, tout ça, bon, ça y est, c'est parti. Quoi, voilà. Et je dis, né pour chanter, oui, je sens ce truc-là, c'était par rapport... je sens que la nostalgie, moi j'ai pas de nostalgie sur le passé, donc ce qui m'intéresse, c'est le spectacle que je vais faire demain. Voilà. Donc le prochain spectacle. Ça n'est qu'une contradiction apparente. Mais en même temps, ce soir-là, dans le spectacle que je vais faire demain, ben voilà, avant d'y aller, je dirais peut-être à quoi bon, pourquoi faire ça, j'ai envie de partir. Mais bon. Tu parles beaucoup dans tes tours de chant entre les chansons. Est-ce que c'est pour rassurer le public, te rassurer toi? C'est pour le public que je parle, parce que je pense que c'est bon de leur parler, ils ont envie de ça, et ils ont envie de ça et on me le dit. Et puis en même temps, pour essayer de faire un travail de conteur, de relier toutes les chansons ensemble, parce qu'il y a quand même le fil conducteur de ma vie dans tout ça, quoi. Sans que je raconte mon petit moi, non, pas du tout, parce que j'aime bien ouvrir ça, faire quelque chose d'universel, on va dire. Alors, il y a une expérience assez rare, c'est que tu chantes souvent à l'étranger, en français, devant des publics pas toujours complètement francophones. Oui, et ça pour moi, ça a été une expérience formidable, et c'est là, justement, donc il y a eu 2 endroits où je suis allé, c'est en Macédoine et en Roumanie à la suite, qui pour moi, ça a été des expériences formidables, parce que en Macédoine, dans une école collège, c'est-à-dire c'était 9-10 ans, et des gamins qui n'avaient jamais vu un artiste en vrai de leur vie, même pas macédonien, oui. Alors en plus, c'était un jour de neige, il avait neigé, ça m'a rappelé un peu l'école de Savoie où j'allais, et parce qu'il y avait un poêle à bois, mais à côté en même temps les ordinateurs, et les gamins avaient tous le portable dans la main. Quoi. En Roumanie, pareil, aussi je suis allé dans une... Alors là c'était une classe de lycée, quoi, alors c'était des filles de 18 ans qui allaient être profs de français ensuite il me semble, et qui connaissaient tout des lieux où je parlais de la langue des voyageurs, le col du Mont-Genève, elles acquiesçaient, elles étaient allées au col du Mont-Genève. Alors qu'en France, souvent, je parle de ça et personne ne connaît. Mais pour moi, d'avoir chanté là-bas, dans des publics qui apprennent le français, mais recevoir une chanson qu'on ne connaît pas, c'est pas facile. Hein. Donc j'ai vu qu'il y avait autre chose qui passait, et je me suis dit, là, vraiment, il faut que j'y aille, quoi, on va dire. Voilà. Ça a été très très important pour moi et ça m'a permis ensuite de réécrire, d'apporter des nouvelles chansons qui, pour le public, quoi, pour dire que j'avais besoin de matériel, et si bien que d'anciennes chansons sont revenues, etc. Enfin, toute une alchimie. Il y a une influence musicale majeure chez toi, c'est le blues. Est-ce que tu peux nous parler du blues? Le folk et le blues, ben oui, le blues, oui. En plus, le blues, il y a toute une, je sais pas moi, il y a toute une imagerie derrière les blues bands du Mississippi, le long de ce fleuve, qu'on voit dans des maisons coloniales, on va dire, ou la Nouvelle-Orléans, Magazine Street, tout ça, maisons en bois avec des blues bands qui vont derrière. Parce que pour moi, c'est un peu comme le flamenco aussi, c'est une musique qui vient de la route, des trains, quoi, en somme. Le blues, le flamenco vient de la terre, et puis il y a la voix qui est un peu le vent, quoi, voilà, tout ça pour moi. Et des gens ou quelque chose qui vient du profond, quoi, qui n'est pas seulement un truc, c'est pas un truc intellectuel, mais c'est un truc de ressenti, voilà. C'est ça qui me plaît dans l'essence du blues. On sent que chez toi, les chansons et les voyages, c'est un peu la même chose. Alors quels sont les prochains voyages, les prochaines chansons?
Quels sont les projets, tes projets? Ah ben des projets, il y en a plein. Il y a un peu partout dans le monde où il y a des gens qui souhaiteraient me faire venir. Je pense que ça joue des pays différents, peut-être en Amérique du Sud. Il y a aussi un projet de disque qui pourrait se faire au Mexique. Voilà. Il y a l'Angleterre aussi qui appelle un peu. On va voir tout ça. Puis toujours les routes et les trains de France. Voilà. Et chaque fois, la chanson, moi, me fait voyager. Donc, et j'en reviens. Ensuite, ça m'inspire forcément. Les rencontres surtout avec les gens m'inspirent. Les lieux et les rencontres. Mais les lieux, c'est des gens. Dans la Pierre, j'aimerais que tu nous parles du travail avec les musiciens. Ah oui, alors dans ma vie, ça a été il y a eu des tas de musiciens qui sont intervenus. Au départ, je donnais mes textes à d'autres qui mettaient en musique et puis bon, ça n'était pas du tout satisfaisant. Puis un jour, ma femme, Clara, j'avais une guitare, elle m'a mis la guitare dans les mains et là j'ai commencé à travailler comme des tas de gens ont fait à travers le monde en regardant comment Dylan faisait ses musiques, tout ça, et puis j'ai travaillé, j'ai fait mes propres musiques, mes propres mélodies, donc là, la voix elle est vraiment bien. Voilà. J'ai donc trouvé ma voix VOIX et peut-être VOI. Ensuite, il y a eu, et Clara, mon épouse, m'a souvent accompagné de sa voix aussi, qu'elle a glissé, peut-être dans certaines occasions le fait, donc amener un peu comme fait Leonard Cohen, il y a toujours une voix féminine. Moustaki fait ça aussi, je trouve que ça va bien avec les voix qu'on a, les hommes. Et puis il y a eu deux musiciens qui ont été très importants pour moi. Un qui s'appelle Adam Zalila, percussionniste d'origine tunisienne, qui avait joué avec la ligne aussi, et qui a été très important pour la structure rythmique pour moi, pour me faire travailler sur... et m'amener justement vers ce côté rythme que j'aime bien, peut-être africain un peu, que j'amène dans le folk. Et ensuite René Ira, donc le Mexicain, qui avec lui, on avait trouvé vraiment la formule de ce côté de rockiser ma musique. C'est-à-dire que lui, c'est un espèce, avec sa guitare, souvent électrique d'ailleurs, il amenait un dialogue avec ma voix et ma propre guitare et mes musiques. Voilà. Et ça, c'est un travail tout à fait essentiel qu'on a fait ensemble et qui m'a porté vraiment sur un autre chemin. Et donc sur ce spectacle, La lampe des voyageurs. La lampe des voyageurs le rappelait alors le cœur d'un pays